Donc voilà, je pense que nous sommes en live. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette conférence autour de Windows Server 2019. Je suis ravi de vous accueillir pour cette conférence lors du Showcase Digital Ingram. J'espère que vous avez passé un bon moment lors de cet événement virtuel. Je suis Hervé Chiknagy, formateur commercial pour la division OEM de Microsoft et je suis aujourd'hui accompagné par Jonathan Dos Santos, à qui je vais bientôt laisser la parole. Vous voyez, je suis nostalgique des éditions précédentes, j'ai mon polo de l'année dernière, donc il est vrai que vous me manquez dans l'absolu, tous, chers amis revendeurs. Donc, j'espère qu'on va pouvoir répondre à vos questions. John, est-ce que tu peux déjà te présenter pour nos amis ici présents? Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je suis Jonathan Dos Santos, architecte solution Microsoft. Je travaille en étroite collaboration avec Hervé, justement. Et je suis ravi de pouvoir vous rencontrer tous. Et je serais ravi de pouvoir peut-être vous apporter quelques notions en plus. Super. Écoute, le sujet du jour, c'est dans l'absolu comment optimiser une infrastructure, comment manager une infrastructure à distance. Est-ce que du côté administrateur IT, justement, Microsoft propose des solutions pour aider les admins, justement, à gérer leur infrastructure d'où qu'ils soient? Alors, oui, on a effectivement la grande chance d'avoir, avec l'arrivée de Windows Server 2016 et 2019, on a eu l'acquisition de Windows Admin Center. Donc, Windows Admin Center, c'est une plateforme qui nous permet de manager à distance, peu importe là où on se trouve, notre infrastructure on-premise. Et aussi nos anciennes infrastructures qui pouvaient être, soit être un cluster Hyper-V, ou simplement des serveurs avec du Windows Server dessus. Donc, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de pouvoir manager à distance avec une liaison sécurisée chez nous, avec un administrateur, par exemple. Et de là, on va pouvoir voir, en fait, beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu voir avec un autre, avec System Center, qui est, par contre, attention, n'est pas le remplaçant. Windows Admin Center n'est pas le remplaçant de System Center. Ils sont un complément chacun. Mais Windows Admin Center nous permet de pouvoir gérer, monitorer notre infrastructure, peu importe où on se trouve. Et d'ailleurs, si je te... c'est bon, je peux changer les slides, c'est ce que je cherchais à faire. Hop. Alors, de là, justement, si vous regardez en fait les petits slides, si vous n'avez jamais vu Windows Admin Center, vous allez pouvoir regarder en fait à travers ces slides qu'en réalité, on a la possibilité de tout voir. Ici, on peut voir les machines virtuelles qui se trouvent, par exemple, sur une infrastructure Azure Stack HCI. Azure Stack HCI, on va peut-être en parler un petit peu après, je ne sais pas, mais en soi, il faut se dire que c'est la nouvelle mode, c'est l'hyperconvergence. Donc de là, il nous faut une console pour pouvoir manager tout ça. Et de là, Windows Admin Center le fait très bien. Dans le stade qu'on vous montre, on peut voir en fait une multitude de machines virtuelles qui tournent, à quelles ressources elles vont prendre au niveau de l'infrastructure. Et surtout, on va pouvoir voir une chose qui n'existait pas auparavant, c'est le fait de savoir quand est-ce qu'elle va être saturée, par exemple en termes de stockage. Et ça, c'est beau à voir, parce que du coup, si on regarde bien toutes ces VM, vous allez pouvoir voir aussi le fait que dans 6 mois, par exemple, cette VM va être en saturation en termes de data, de capacité de stockage utile. Il va falloir lui en rajouter. Et en fait, via Azure Stack HCI et Windows Admin Center, on aura la possibilité de le faire. Et du coup, si on continue un petit peu pour regarder un peu plus loin dans Windows Admin Center, on va pouvoir voir l'utilisation en ressources de la machine virtuelle, mais on pourrait aussi voir l'utilisation en ressources du serveur physique, d'accord, de l'infrastructure physique. On pourrait amener aussi à voir la consommation, ce qu'on va pouvoir avoir sur les drives, sur les volumes, sur les disques durs. Et quand je parle de disques durs, comme la solution en elle-même, en soi, est vraiment une solution tout imbriquée, vraiment une unité, en soi, dès qu'il y a un disque dur physiquement qui tombe sur un serveur, celui-ci va directement être retiré et vous allez être prévenu à travers Windows Admin Center. Donc ça, c'est une bonne chose, mais on peut aller plus loin encore. On peut voir l'ensemble d'un serveur, tout ce qu'on pourrait faire devant, on va pouvoir le faire à travers Windows Admin Center. Et ça, c'est un outil qui est vraiment essentiel. Parce qu'avant, où on faisait du NSTSC pour prendre en main un serveur et on faisait un serveur par serveur, c'était l'ancienne époque. Et là, avec Windows Admin Center, on a une console qui réunit en fait tous les clusters, toutes les infrastructures qu'on pourrait avoir sur une multitude de sites, tout en restant chez nous. Et du coup, je continue à le dire, mais de Windows Admin Center, on peut continuer à travailler comme si on était sur le serveur.
via du PowerShell ou simplement comme si on faisait du remote desktop sur le serveur. Donc, je continue, hein, mais on a une multitude de choses qui sont possibles sur Windows Admin Center et on a vraiment la possibilité de monitorer comme si on était en place. Donc, bien sûr, si effectivement il y a un disque dur qui tombe, vous vous doutez bien qu'il va falloir avoir on va dire un remplacement physique, il va falloir être sur place. Mais en soi, on enlève vraiment tout ce qui était restriction, en fait, on l'enlève par rapport à avant. Et de là, on se dit que travailler chez soi n'est pas forcément une fatalité, mais certainement l'avenir de demain. Donc, franchement, Windows Admin Center est certainement l'outil qui est le plus essentiel aujourd'hui dans la période qu'on vit. Et j'accompagne à dire, parce que pour vous dire qu'on a la possibilité d'avoir d'autres outils, on a Azure Monitoring, qui est un complément qui se rajoute aussi à Windows Admin Center et qui va pouvoir vous avertir directement au téléphone quand est-ce que vous avez une problématique, comme on l'a dit, un disque dur, un serveur qui tombe, un problème de mémoire dessus. Vous allez être averti directement via Azure Monitoring. Vous allez recevoir un message, l'administrateur va pouvoir recevoir un message et va être averti en fait de la problématique qu'il y a. Donc, c'est une multitude d'outils. On parle simplement de Windows Admin Center, mais il y a une multitude d'outils derrière tout ça qui nous permet de dire que aujourd'hui, on se donne gratuitement, parce qu'il faut savoir quand même que Windows Admin Center est gratuit et compris dans la solution Windows Server en 2019. Avec ça, on a une multitude de choses possibles. Et j'ai déjà parlé avec beaucoup d'administrateurs infrastructure qui m'ont dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles sur Windows Admin Center, et même parfois trop. Donc voilà, c'est l'outil que je pourrais citer en premier et qui est pour moi une révolution, j'ai envie de dire. Très bien, merci Jonathan pour ces précisions, j'espère qu'elles vous ont été utiles. Tu as dit que c'était gratuit, donc dans l'absolu, comment ça se pratique? C'est quoi? C'est une application? Comment tu download Windows Admin Center? Est-ce que tu le sais? C'est un packaging qu'il faut juste télécharger. Vous tapez simplement Windows Admin Center en téléchargement. Vous allez pouvoir directement télécharger sur le site de Microsoft le packaging qui sera installable soit sur une VM, soit sur un serveur, soit sur votre machine. Donc en soi, ici, là, ce qu'on est en train de parler, c'est quand même de faciliter l'infrastructure à distance, le travail à distance. Et de là, quand on parle de Windows Admin Center, bien sûr, la qualité première, c'est de se dire qu'on l'installe directement sur sa machine chez soi et que de là, avec une liaison sécurisée, je le répète, on va pouvoir gérer la totalité de son infrastructure. Et c'est ça qui est beau. Merci Jonathan. Tu as abordé justement Azure Stack HCI, bien sûr, on va en parler parce que c'est véritablement une nouvelle donne sur le marché de l'infrastructure. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que Microsoft propose à ce sujet? Alors, Azure Stack HCI, bon, bien sûr, l'ancien nom, c'est Storage Space Direct, pour certains, si vous en rappelez, qui a été proposé, si on ne va pas faire tous les historiques, mais ça a été proposé avec Storage Space, qui était sur 2012, qui a évolué sur 2016, etc. Mais aujourd'hui, on arrive sur quelque chose qui est finalisé, on va dire. Azure Stack HCI, qui est en fait une brique parmi la totalité de ce que offre Microsoft. Surtout quand on parle de Azure Hub, Azure Stack HCI et New Azure Stack HCI, qui est encore autre chose. Nous, on va vraiment s'empresser de se dire que Azure Stack HCI, qui est la solution on-premise, est en fait l'évolution de ce qu'on avait avant. Donc avant, vous pouviez vous dire qu'on avait une infrastructure qui était avec des switches, qui était avec des serveurs, qui était avec des switches pour le stockage et le stockage qui était avec des baies de stockage intelligentes. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait avoir au préalable. Bien sûr, ça demande beaucoup de place, un gros investissement et surtout un monitoring. On avait plusieurs routines monitoring qui pouvaient être proposées pour les serveurs, pour la baie de stockage, pour les switches. Et du coup, l'hyperconvergence, ça va annuler tout ça. On va dire que maintenant, avec un seul outil de gestion, on va avoir la possibilité de pouvoir gérer la totalité de son infrastructure parce qu'on aura réuni toutes ces briques, on les aura réunies en une seule, qui est Azure Stack HCI. Donc là, vous le voyez en fait sur les dessins, c'est vraiment un ensemble de ce qu'on avait avant, qui était une complexité, on va dire quand même, en termes de monitoring, de gestion, qu'on réunit en un seul bloc, qui est Azure Stack HCI, et qui vous permet de pouvoir gérer ça via Windows Admin Center, comme on l'a parlé au préalable. Donc, c'est vraiment un point fort
de Azure Stack HCI, qui est comme d'autres solutions concurrentes, bien sûr. Mais là, il faut vraiment qu'on retienne que l'hybridation, c'est l'ensemble de tout ce qu'on avait avant en une seule brique. Donc, Azure Stack HCI, pour qu'on en vienne à là, c'est le cluster de virtualisation qui imbrique également le cluster de stockage et le networking. Tout ça, on le réunit en une seule brique. Et par-dessus, on vient y mettre Windows Admin Center qui nous permettra de gérer toute cette solution. Et du coup, via une solution partenaire validée, bien sûr, attention, je vous le déconseille. Bien sûr, ça va fonctionner si vous prenez 2 serveurs, que vous mettiez un switch dessus, il faut mettre à peu près 6 disques par serveur, ça va fonctionner. Mais il n'y aura aucune certitude à ce que ça soit stable, que ce soit pris en compte en cas de crash de votre production. Donc, je vous déconseille de le faire par vous-même et je vous conseille plutôt de suivre vos partenaires, vos constructeurs qui ont, eux, des solutions qui ont été validées et qui pourront être directement pris en considération si jamais vous avez une problématique dessus. Donc, c'est vraiment important de prendre en compte et de répéter ce qu'il y a sur la slide, c'est Validated Partner Hardware. C'est très important à prendre en compte. Mais tout ça nous permet d'avoir une seule brique qui est gérée uniquement par Windows Admin Center, qui sera possible chez vous, sur place, sans avoir à être sur le site. Donc là, hop, je vais vous montrer ça. Mais c'est bon. Donc voilà, c'est Azure Stack HCI en quelques mots, c'est ça. C'est vraiment ce qui est à la mode aujourd'hui avec l'hyperconvergence. J'ai essayé rapidement en fait de vous montrer à quoi correspondait Azure Stack HCI et surtout Windows Admin Center. Mais les points essentiels à se dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse travailler de chez soi. Si on a la possibilité de pouvoir le faire avec Windows Admin Center et tout ce que propose Microsoft derrière, il faut en profiter. Et surtout, si derrière, on a la possibilité d'avoir une infrastructure qui va être performante, sécurisée et totalement à gestion à distance, eh ben, autant le faire. Et de là, vous avez énormément de personnes qui sont là pour répondre à vos questions là-dessus, pour vous aider à évoluer en termes d'infrastructure. Et donc, du coup, je vous invite vraiment à faire le premier pas. En tout cas, à prendre votre téléphone et à appeler pour ce genre de choses. En tout cas, voilà, c'est les quelques mots. On n'a pas beaucoup de temps, à vrai dire, pour tout ce qui est explication de détails techniques, etc. Mais à la fin, de toute façon, de cette présentation, on va pouvoir répondre à certaines de vos questions. Mais du coup, Hervé, voilà, c'est effectivement Azure Stack HCI, c'est vraiment l'infrastructure de demain. Donc c'est à la fois beaucoup moins encombrant, beaucoup plus évolutif, plus scalable, et ça fit vraiment avec l'activité en fait des entreprises que l'on suit aujourd'hui. Ouais, oui, tout à fait. Ouais. De toute façon, et du coup, justement, par rapport aux utilisateurs, est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment générer du revenu supplémentaire pour nos revendeurs via les licences d'accès clients et comment gérer ces licences d'accès clients? Alors, quand on parle de ça, en fait, c'est surtout, c'est pas forcément de la vente dont je veux qu'on parle, c'est vraiment de se dire qu'il faut qu'on puisse aider les clients à voir ce qu'il y a de mieux et surtout à ce qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Et quand tu parles de ça, je pense que tu veux certainement parler des cales d'Access Resource Windows Server qui sont trop souvent oubliées. Une cale d'Access Resource Windows Server, c'est obligatoire, mais ça n'empêchera rien à la production si vous ne les avez pas. Et c'est ça qui est dangereux. C'est que bien trop souvent, on a l'habitude d'oublier les cales. Et de là, à ce moment-là, comme toute solution, vous pouvez avoir un audit et à ce moment-là, vous risquez de devoir acheter pour pouvoir être en règle ces cales d'Access Resource Windows Server. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une cale ressource Windows Server? Une cale ressource Windows Server, c'est comme si vous alliez dans un parc d'attractions et que dans ce parc d'attractions, vous preniez un ticket. Ce ticket d'entrée vous permet quoi? Vous permet de pouvoir utiliser tous les manèges, de pouvoir aller dans tous les manèges. Et une cale d'Access Resource Windows Server, c'est la même chose. C'est en tant qu'employé, quand vous êtes dans une entreprise, pour pouvoir avoir accès à tout ce que vous offre Windows Server à travers des VM, des serveurs physiques, etc., vous avez besoin d'un ticket. Un ticket d'entrée pour dire je vais pouvoir utiliser toutes ces ressources qui sont à disposition. Et ce ticket, c'est une cale d'Access Resource Windows Server. Et du coup, comme je l'ai dit, c'est obligatoire. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas en règle avec le système. Donc, en soi, dites-vous aussi que
les gens qui ont l'habitude de travailler avec des cales Access Resource Windows Server ont tendance à se dire que ça coûte super cher. Et puis derrière, au final, j'en ai pas forcément l'utilité. Je me mettrai en droit de pouvoir les avoir quand on me demandera de les avoir. Pensez pas à ça. Sachez qu'une cale, c'est du channel agnostique. Ça veut dire que ça n'est pas attaché à du matériel. Et que peu importe le canal de vente par lequel vous la prenez, vous allez avoir les mêmes droits, que ce soit en Open, en ROC ou en OIM. Pourquoi je dis ça? Parce que dites-vous qu'une cale achetée avec un serveur, par exemple, si demain vous vous mettez à devoir avoir l'acquisition d'un nouveau serveur pour justement faire évoluer votre parc informatique, on en arrive là. Tout est une suite. Azure Stack HCI, c'est l'évolution de votre infrastructure. Donc, vous serez amené à acheter de nouveaux serveurs. Si vous achetez un nouveau serveur, profitez du fait que vous avez le prix en OIM que vous allez avoir avec votre revendeur, votre constructeur. Et de là, en faisant ça, vous allez vous dire que vous allez pouvoir acheter aussi des cales qui ne seront pas attachées à la machine, mais qui bénéficieront de la remise du serveur. Donc en soi, généralement, quand on parle d'achat de cales sur un serveur, chez un constructeur ou chez un revendeur, on se dit que c'est 50% du prix qui est gagné sur une cale d'Access Resource. Donc en soi, quand on en achète une dizaine, c'est pas grand-chose. Par contre, quand on en achète 1000, 2000, là, on commence à voir la différence. Donc pensez à ça. Pensez à aller chercher généralement le meilleur prix pour les clients et à savoir en parlant du fait que les cales sont disponibles en OIM. Et ça, il faut pouvoir le savoir. Et à la limite, on va prendre un petit croquis pour expliquer aussi quand est-ce qu'on a vraiment besoin, que ce soit nécessaire de changer ou de faire acquisition de nouvelles cales. Par contre, juste après ça, on va parler d'une chose qui n'est pas nécessaire et qui ne doit pas être vendue aux clients et qui ne doit pas se rendre obligatoire, c'est les cales RDS. Mais ça, on va le voir par la suite. Je vais déjà vous montrer en fait vraiment l'utilité de la cale par rapport aux explications que je viens de vous donner. Excusez-moi. Et excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc du coup, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est simplement avec une cale. Vous prenez, on va juste prendre un serveur lambda. Prenez une entreprise avec 3 serveurs. Bon, là, c'est les petites entreprises. Dites-vous que le premier serveur est un serveur AD, le deuxième serveur est un serveur data, et que le troisième serveur est un serveur d'email. Désolé, je ne dessine pas très bien aujourd'hui. Disons que le premier serveur est sous 2012, que le deuxième serveur est sous 2016, et que le troisième serveur est sous 2016 également. Et que dans cette entreprise, qui est une entreprise X, on a 1000 employés. Cette entreprise a besoin de faire l'acquisition d'un nouveau serveur. Ce serveur, comme aujourd'hui on a Windows Server 2019, sera acquis avec du Windows Server 2019. Ici, en réalité, si l'entreprise détient déjà des cales, ici, on sera certainement sur un cas où on sera sur des cales en 2016. Donc, on imagine qu'ici, toutes nos cales sont en 2016 et que du coup, en soi, nous avons 1000 cales Windows Server 2016. L'acquisition du nouveau serveur fait que, en soi, si jamais ce serveur est intégré dans mon parc informatique dans cette entreprise, la totalité de mes cales devront être remplacées. Pourquoi? Parce que chaque utilisateur va utiliser, quoi qu'il arrive, une ressource de Windows Server 2019. Et je vais essayer d'être assez rapide et d'être assez clair là-dessus. Quand vous arrivez avec votre machine, que vous rentrez et que vous loguez sur votre compte, en fait, ce que vous faites, c'est un énorme hello dans le réseau de votre entreprise. Et du coup, en faisant ça, tous les serveurs sont polis et vous répondront.
Le serveur AD vous dira c'est moi qui m'occupe de votre compte et votre mot de passe et vos droits. Le serveur de data sera là pour vous dire qu'il sera là pour vos fichiers, l'email pareil. Et derrière, le serveur va dire bah, même si en soi tu ne vas pas utiliser mes fonctions, sache que je suis là. Et en faisant ça, du coup, on vient utiliser une ressource de Windows Server 2019. Et en utilisant une ressource de Windows Server 2019, vous devez avoir le ticket qui vous donne le droit de pouvoir l'utiliser. Donc, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous vendez un nouveau serveur, vous devez faire remarquer que quoi qu'il arrive, si le client n'a pas les cales qui vont avec, il va être dans l'obligation de changer l'intégralité des cales de son parc informatique. Et donc, du coup, ça prend tout son sens. Ça prend beaucoup de temps à se dire que est-ce que je vais vraiment le faire comme ça? Est-ce que je vais vraiment devoir changer de serveur? Donc, bien sûr, il y a plein de solutions derrière. On aurait pu très bien downgrader le Windows Server 2019 en 2016 si l'utilisation qu'il y avait dessus n'était pas obligatoire d'avoir du Windows Server 2019. Mais ça, c'est des petites questions auxquelles on peut répondre par la suite. Mais en soi, dites-vous que les cales sont obligatoires et si on peut les acquérir en OIM, ça sera beaucoup mieux pour l'utilisateur. Ça lui permettra de pouvoir gagner de l'argent et ne pas en dépenser plus que ce qu'il devait en dépenser. Je vais faire une aparté ensuite sur tout ce qui est cale RDS. Tout à l'heure, je vous ai dit que la cale RDS, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire si, avant le coronavirus, avant cette crise, quand vous étiez au sein de l'entreprise, vous n'aviez pas de bureau virtuel sur un serveur. Une cale RDS, c'est quoi? C'est dès lors que vous avez, par exemple, sur ce serveur, on va dire qu'on est sur le serveur de RDS. Et en réalité, un serveur RDS vous permet de faire quoi? Et c'est ça son rôle premier, c'est de se dire que si votre PC ici n'a pas les ressources suffisantes pour faire tourner telle ou telle application, à ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir un bureau virtuel sur le serveur RDS et du coup utiliser les ressources de celui-ci. Donc c'est beaucoup utilisé dans les entreprises, surtout quand vous avez un logiciel centralisé. Mais en soi, la cale RDS n'a que pour rôle ceci. Si derrière, demain, vous vous retrouvez chez vous, donc du coup, vous avez votre PC sécurisé avec vous et vous avez un lien sécurisé à travers votre entreprise qui vous permet de travailler comme si vous y étiez. D'accord? En soi, si quand vous étiez dans votre entreprise, vous n'aviez pas la nécessité d'ouvrir un bureau virtuel sur un serveur RDS, vous n'avez pas besoin de cale RDS. Donc en soi, faites attention à ça. Quand on parle trop souvent de travail à distance, donc de cale RDS, Remote Desktop Service, en fait, ça n'a pas de lien. D'accord? Ça ne va avoir un lien que si vous aviez à utiliser un bureau virtuel sur un serveur. Et c'est là que la cale RDS prend tout son sens. Voilà, c'est vraiment les outils OnePlus qu'il faut vraiment mettre à disposition à nos clients, à nos partenaires, et qu'on a possibilité, qu'on peut avoir et on peut vraiment avantager tout ça pour que le client soit dans les meilleures conditions, qu'un administrateur, qu'un employé soit dans les meilleures conditions pour pouvoir travailler de chez lui. Merci beaucoup, Jonathan, pour ces précisions sur les cales. Je pense que ça a été utile aussi parce qu'il y a beaucoup de confusion autour des cales. Donc, merci encore pour ces précisions. Et puis, moi, je trouve que tu dessines très, très bien. C'était limite. Je n'aurais pas fait mieux. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter avant de passer à cette phase de questions-réponses avec nos chers amis revendeurs? Bon, simplement qu'on est tous à disposition. Vraiment, on est une équipe assez soudée. De notre côté, sachez-le, on ne travaille pas en se battant dessus, mais vraiment, on travaille vraiment avec la main dans la main. Donc, si on peut vous aider, c'est que ça nous fait en plus plaisir, parce qu'on adore notre boulot. Mais en plus, voilà, il faut qu'on serre les liens avec tout ce qui se passe en ce moment. Et donc, du coup, prenez soin de vous. Et puis, si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre là. Merci, Jonathan, effectivement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là, on a encore 5 minutes devant nous, donc on a bien géré le timing cette fois, Jonathan. Donc, n'hésitez pas, quelles que soient les questions autour de Windows Server 2019, bien évidemment. Jonathan et moi sommes là pour répondre. Donc, je vois que c'est en train... Quelques personnes sont en train de taper sur leur clavier. Le suspense est intenable pour cette première question. Quelle version d'Excel installer? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Je pense que tu vois le chat aussi. Ouais, je vois le chat. Ouais. Pour du RDS, précision.
Alors, en fait, là, quand on parle d'Office, c'est totalement différent. C'est l'Office que vous allez avoir sur votre PC, c'est celui que vous allez avoir sur votre session. Donc, il n'y a pas d'Office particulier à avoir en soi sur un remote desktop service. Simplement que sur un remote desktop service, donc sur un bureau virtuel quand vous faites du 1DS, c'est ça ta question, hein, et ben, en soi, vous n'allez pas pouvoir mettre de l'Office OIM. Donc, malheureusement, il faudra partir sur de l'Office soit 365, soit de l'Office Pro Plus desservi avec de l'Open. Oui, quand tu parles d'Office OM, tu veux dire pas de format FPP, donc Full Package C'est ça, Product, Office 2019. c'est ça, exactement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci en tous les cas, Emmanuel, pour cette question. Est-ce que, Jonathan, justement, peut-être faire juste, il nous reste 3 minutes, donc ça serait peut-être intéressant. On ne l'a pas abordé forcément, mais est-ce qu'en 3 minutes, tu peux nous résumer le licensing autour de serveurs, rappeler quelles sont les bases autour du licensing? Oui, bien sûr. Je sais Alors, que c'est un challenge en 3 minutes, mais... ouais, c'est un challenge. Sur Windows Server 2019, on va avoir 3 à 4 En tout cas, les éditions, oui. Voilà, 3 à 4 éditions qui sont disponibles, qui va être Windows Server Essential, qui est une version qui est une édition qui va être amenée à disparaître dans les prochaines versions de Windows Server, qui permet d'utiliser 25 utilisateurs. En fait, ça comprend tout du Windows Server Essential. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je me mets sur le côté parce que c'est pas la grande force de Windows Server. Ce qui vient après, par contre, c'est ce qui est le plus vendu. C'est Windows Server Standard, qui nous permet d'avoir 2 machines virtuelles et qui permet d'être additionné. Attention, la feature Azure Stack HCI n'est pas compris dedans. Hein, il faudra passer sur la 3e édition disponible qui est Windows Server Data Center, qui elle permet un nombre illimité de machines virtuelles. Alors oui, alors je réponds, Oui. je fais juste une aparté à Xavier. Alors oui, effectivement, les CAN RDS sont intégrés à 2019. Par contre, dès lors qu'on dépasse 25 utilisateurs, quoi qu'il arrive, il faudra passer sur du Windows Server Standard. Avec le calcul des corps. Alors, avec le calcul des corps, Ça va être un peu long. là, ça va être Un peu beaucoup coton. trop court. Mais par contre, n'hésitez pas, là, désolé, on va juste finir, pardon, je t'interromps, John. On est encore disponible sur le stand, hein, donc le stand Microsoft OEM, donc n'hésitez pas à venir nous voir, on pourra expliquer toutes ces règles de calcul. Et puis, on est aussi disponible en dehors du stand, hein, via le Partner Club, dont vous pouvez avoir l'adresse via notre site, notre stand, pardon, Microsoft OEM. Je te laisse finir, John. Pas de souci. Donc, du coup, je vais juste continuer par rapport aux éditions disponibles. Hein. Donc, on était sur la Data Center. L'édition de Windows Server Data Center est une édition qui nous permet d'avoir un nombre illimité de machines virtuelles et qui comprend aussi Azure Stack HCI, bien sûr. Et c'est bien que tu parles de ça, parce qu'il y a souvent une édition qui est un peu oubliée. C'est une édition qui est comprise dans l'OIM. Pour rappel, hein, le gros défaut de l'OIM, c'est que la licence vit et meurt avec la machine. Du coup, ça pose certains petits doutes par rapport à cette acquisition d'une licence comme celle de Data Center sur un serveur qu'on va être amené à changer, même si pour moi c'est une fausse excuse. C'est que la 4e édition disponible en OIM uniquement, c'est Data Center, qui est une Data Center BIS, qui est la Data Center. Est-ce que tu t'en rappelles, Hervé? Reassignment. Reassignment. Yeah, Qui nous permet de pouvoir réassigner comme une licence en open tous les 90 jours d'un serveur à un autre. Attention, hein, je parle souvent des 90 jours qui est compris aussi dans les licences en open. C'est que, quoi qu'il arrive, même si vous avez une solution PRA hein, sur le côté, hein, si vous voulez avoir ce serveur de secours à côté, mais que vous ne voulez pas acquérir de licence pour celui-ci, dites-vous quand même que la licence que vous avez en production, qui pourra vous servir si jamais vous avez une problématique quelconque sur le site de production, bah, la licence, qu'elle soit en reassignment ou en open, pourra être déplacée sur le serveur de secours. Par contre, il faudra attendre 90 jours avant de pouvoir la redéplacer derrière. Donc, prenez ça en tête. Souvent, les gens font cette erreur-là. Et quand on le sait que trop bien, les serveurs dits de PRA sont souvent sous-sizés par rapport au site de production. Et généralement, faire tourner la production pendant 90 jours sur un site qui n'est pas prévu pour, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc attention, on a cette licence qui est disponible en OIM uniquement, qui est la licence Reassignment, qui est une licence équivalente à de l'Open, mais au prix de l'OIM, qui sera à disponibilité pour tout le monde.
Merci Jonathan, je pense que ça sera le mot de la fin. Je vois sur le timing qu'il nous reste encore 20 secondes. Donc j'en profite encore une fois pour vous remercier d'avoir été présent lors de cette conférence. Merci Jonathan pour ces explications. Je tiens aussi à remercier toutes les équipes d'Ingram qui ont organisé bien évidemment ce showcase digital et puis cette conférence. Donc voilà, je vous félicite à tous. Je vous remercie encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Bon business, keep safe, prenez soin de vous et de vos proches et puis à très bientôt. Au revoir. À très vite.